Podcast. Lançons l'enregistrement, Steinberg, qualité élevée, clac clac clac, note, présentation, masquer les dossiers, masquer l'activité, réduire la fenêtre sur le côté, merci, clac clac, Arnaud Jourdain au milieu, il va faire commander dans FaceTime pour se mettre dans l'autre sens, merci, comme ça je peux le centrer. Voilà, je vais lui envoyer la capture parce que je vois bien qu'il me croit pas, mais tu vas voir à quel point c'est organisé chez moi. Ah, ça m'étonnerait beaucoup, tiens. Je suis repassé sur un système stable. T'es à rétrogradé, du coup. Mhm. Franchement, j'ai peur de Ventura. Le truc des system preferences, là, me fait tellement peur. C'est... J'aime pas voir Apple comme ça, en fait. J'aime pas avoir honte pour Apple. Ça me blesse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais plus qui c'est qui disait que... Je sais plus où j'ai lu ça. Que c'était symptomatique de la disparition d'une partie des ingénieurs qui travaillent sur macOS, qu'ils se partent à la retraite. Et du coup, il y a une culture du raffinement de Next Step et de macOS 10 qui se perd. Et qui est remplacée par la culture de la recherche du plus petit dénominateur commun. Là, c'est moi qui riff sur ce que j'ai lu, parce que je m'en souviens plus du tout. Oui. Mais qui est quelque part la culture de l'iPhone, qui est... il travaille à une échelle tellement plus grande que le Mac, que autant le Mac pouvait être un truc de niche auquel tu devais d'une certaine manière te conformer. Disons que c'était un choix, qui était complètement différent de Windows, et il fallait quand même... avoir envie d'utiliser un Mac, quoi, parce que ça s'utilise pas comme un PC, quoi. Il fallait le vouloir. Il y avait un acte de foi un peu initial. Une fois que tu étais passé dessus, ça allait. Mais effectivement, il y avait une... Ouais. C'est une démocratisation, mais un choix d'un certain système démocratique, quoi. C'est une monarchie britannique, c'est pas exactement pareil qu'une république française, tu vois. Oui, c'est ça. C'est une démocratie un peu quel pourrait être le terme? Un peu totalitaire, quand même. De dictateur bienveillant, comme il dit C'est dans ça. Open Source. C'est ça. Et j'aime bien cette idée quelque part, que oui, c'est cette espèce de dictature, une dictature a renversé l'autre. C'est maintenant la dictature de la recherche du plus petit dénominateur commun. Et tu le vois dans plein de choses. Et c'est drôle parce qu'ils ont ajouté plein de petits pop-up partout, comme ceux qu'on a sur iOS, là, ces petites bulles là, qui apparaissent quand tu touches, qui vont pas sur Mac, parce qu'elles ne correspondent pas à l'utilisation qu'on a du Mac. Et ce faisant, ils ont introduit des bugs graphiques. Et donc, moi qui dois faire 600 ou 700 captures dans mon bouquin, bah, j'ai 600 ou 700 captures sur lesquelles j'ai des artefacts dans les ombres. Non, mais Et c'est un truc de base. Quoi, merde. Dans l'OS. Et c'est cassé. Ça prouve bien qu'il y a quelque chose dans la culture du développement C'est très profond. qui est mort, quoi. Enfin, pas qui est mort, mais qui a complètement changé. Et où ça n'est plus. Ce genre de raffinement n'est plus. N'est plus une question, n'est plus un problème. Il faut empiler et sortir chaque année, et on n'a pas le temps de faire autre chose, quoi. Et ça commence à se voir. C'est ça le truc. Et je commence à penser que Craig n'est pas si... Pas si que ça. C'est l'homme de la situation, mais c'est une situation pourrie. Enfin, je crois pas qu'ils puissent faire beaucoup mieux avec les ambitions qu'ils aient. Avec les ambitions qu'ils ont. C'était pas très français, ça. C'est pas très grave. Est-ce que tu crois qu'ils ont... Parce que si on regarde la chose d'un point de vue conspirationniste, on peut se dire, ok, en fait ils s'en foutent, parce que le Mac va redevenir un truc de niche, dans le sens où les nouvelles interfaces vont être autre chose que l'iPhone, ça va être les lunettes, tout ça. Et le Mac va être destiné à toujours cette espèce d'écosystème un peu d'irréductible. Non, mais enfin, pour développer tout ça, il y a quand même besoin d'un Mac, quoi. C'est ça, d'abord, tu peux pas inventer le futur sans le Mac. C'est ça. Puisque c'est le Mac la plateforme de développement du futur, ça j'ai écrit là-dessus. Et l'autre problème, c'est qu'en 15 ans, ils ont quintuplé la part de... Enfin, pas la part de marché, mais le nombre d'utilisateurs du Mac. Il y a plus de 100 millions de personnes qui utilisent macOS. Donc, c'est une petite plateforme, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais enfin, c'est une grosse goutte d'eau, quoi. C'est un bon point. mais quelque part, t'as raison, ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce que ce qui compte, c'est que ce soit productif. C'est-à-dire que le plaisir dans l'utilisation... quelque part, il compte plus. C'est une plateforme productive. C'est la plateforme des ingénieurs qui inventent le futur de l'iPhone, de l'iPad, de l'Apple Watch et des produits qui n'existent pas encore. Ça, c'est exactement le problème que j'ai dans ma boîte, mais c'est aussi le problème qu'il y a dans... C'est Tim Cook, effectivement, ouais. C'est l'optimisation à outrance et qui fait perdre... Enfin, rigide, quoi. Mais je pense que c'est un problème, et je suis sûr qu'on en reparlera dans cet épisode, mais
Je m'inquiète beaucoup des conditions de travail des travailleurs chinois, mais pas parce qu'ils ont des cadences de folie et des heures supplémentaires de dingo, même si évidemment, mais parce qu'ils utilisent des machines qui sont désagréables. Et je crois que la première mission d'un designer d'interface, c'est de concevoir des interfaces de machines-outils. Oui. Parce que imposer à ces gens-là, d'utiliser des interfaces de merde, quelque part ça prouve que tu penses qu'ils sont pas humains. Mais c'est exactement le problème qu'on a en France pour l'éducation. Je pense que toute la création d'écoles qui sont dégueulasses, des blocs de béton horribles avec des cours goudronnés, où en fait les enfants n'ont pas d'autre solution Enfin, ils n'ont pas de possibilité d'étendre leur créativité. Ils n'ont pas de contact avec le monde, quoi. C'est aussi une grande part de la crise. C'est que on ne donne pas à l'esprit les moyens de s'épanouir, quoi. Je sais pas comment on traduit, je crois qu'on a déjà buté sur ce mot-là dans ce podcast, mais le mot anglais delight. Ouais, c'est compliqué à traduire. Une forme d'enchantement, quoi. Mais s'il n'y a pas d'enchantement à l'usine, s'il n'y a pas d'enchantement à l'école, s'il n'y a pas d'enchantement dans le quotidien du développement sur macOS, alors tout est perdu. J'y crois vraiment. Ouais, moi aussi. Mais parce que, voilà, quand j'utilise ma machine à laver, mon lave-vaisselle, mon four, je suis pas enchanté du tout par leurs interfaces. Et c'est des micro-agressions quotidiennes, parce que c'est des choses que tu touches quotidiennement. Et le problème, c'est que cette notion de delight / enchantement est très différente quand tu es un ingénieur ou que tu as une boîte qui est dans un état d'esprit d'ingénieur, parce que leur delight à eux n'est pas du tout le delight des gens normaux. Et je suis désolé pour eux de dire ça, c'est des ingénieurs qui nous écoutent, pardon, mais nous sommes des moldus si vous voulez, on peut le dire comme ça, mais il y a une... On peut trouver du delight dans la manière dont on fait du code, dans la manière dont ceci, cela. Mais je crois que c'est très différent parce qu'il y a le côté... Enfin, c'est purement technique. Et les vrais gens réagissent à différents moteurs, que différentes... quel terme, pas impulsion, mais... stimulus, quoi, si tu veux. Oui. Je suis chagriné. Vraiment. Et ça me rend aigri. Mais par... Tu es chagriné. Mais chagriné, exactement. Mais par ces agressions quotidiennes. Ouais. Le nombre de moments dans la journée où un objet, et par objet je veux dire système, parce que ça marche, c'est pas uniquement du hardware, c'est aussi du software et du wetware, où un système, un objet, comme tu as envie du coup, t'agresse. Ouais. Tu te lèves, il faut appuyer sur un bouton sur la cafetière, il clique pas exactement comme il faudrait qu'il clique. Le lave-vaisselle, tu l'ouvres, tu te prends une bouffée de chaleur dans la gueule. Pourquoi ça n'a pas été évacué alors que ça fait 8 heures que le lave-vaisselle est éteint? Ah, la mienne s'ouvre tout seul, ça j'aime bien. C'est déjà mieux. Ouais. Mais il bip pour rien par contre, il bip pour de la merde. Genre, en fait, alors, il y a un cycle d'environ 3 heures, le truc écho là. Il ouvre la porte pour évacuer la vapeur, il bip à ce moment-là, pourquoi, je ne sais pas. Donc à 4h du matin, voilà. Génial. Et après, il rebip à la fin du cycle officiel, parce qu'il reste encore environ 1 heure de séchage, quoi. Tu vois, et t'appuies sur les boutons de l'ascenseur et ils sont mous comme de la choucroute. Et ensuite, t'es confronté à la ville, qui est le plus grand système, le plus mal designé. Il y a des voitures sur le trottoir, parce qu'évidemment, elles peuvent monter sur le trottoir, parce qu'il n'y a rien qui les empêche de monter sur le trottoir. Et donc, elles sont sur le passage piéton. Et puis il y a des vélos partout, pas à leur place, parce qu'évidemment, ils sont pas à leur place, puisqu'on leur a pas fait leur place. Puis t'arrives au bureau, et il y a une panne de courant, et donc tu cherches un quart d'heure à déjà où est-ce qu'est le tableau électrique, et puis et toute la journée, comme ça, c'est une somme d'agressions, et t'arrives chez toi, t'as qu'une envie, c'est de cramer le monde. C'est ça, il y a une guerre, en fait. C'est-à-dire, constamment, tu dois te battre contre des choses qui t'empêchent de faire ce que tu voudrais faire. Et c'est extrêmement compliqué. Déjà, moi, de base, avec mon tempérament, j'arrive pas à me concentrer très facilement. Je peux le faire, mais trouver les bonnes conditions, c'est vraiment compliqué. Il faut que le sujet me passionne, il faut que ceci, cela, bon, voilà, il faut un ensemble de choses. Mais si, en plus, les outils eux-mêmes sont conçus pour me distraire de ce que je suis en train de faire, mais la bataille est perdue d'avance, en fait. La guerre est perdue d'avance, je veux dire. C'est terrible. Et la grande déception de ma vie, c'est de ne pas avoir assez de talent pour être designer. Parce que les designers, ce sont les soldats contre cette guerre. Ce sont nos représentants. Enfin, en théorie. Et en même temps, c'est nos pires ennemis. C'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est que... Enfin, oui. En fait, pour moi, je pense à chez Alan. Les designers, c'est un peu les elfes, tu vois, dans le Seigneur des Anneaux. Ils marchent pas vraiment sur le sol. Ils évitent un petit peu au-dessus.
Je les admire énormément, immensément. Tu vois, je pense que chaque communauté chez Alan a ce qu'on appelle des off-sites, donc des moments tous les 3 mois, 6 mois, peu importe, où ils se réunissent ensemble pour un peu de manière récréative, créer des liens, ce que tu veux, voilà. Et côté marketing, c'est clairement les nains de la Moria, tu vois, qui font un banquet avec de la charcuterie et du vin, et qui parlent beaucoup trop fort et ils rient encore plus fort. Et côté designer, je pense que c'est sur une montagne, dans une espèce de forêt mystique, avec de la musique jouée sur des harpes, tu vois, c'est genre ah là là, et le sens de la vie. Mais d'un autre côté, ils sont un peu sur ligne de crête eux aussi, quoi. Si jamais ils sont trop dans l'abstraction comme ça, ils vont jamais être au niveau des vrais humains, quoi, des moldus. Et si c'est les managers de leur côté, par contre, si c'est les ingénieurs, pardon, de leur côté qui règlent le débat, bah oui, ça devient trop froid, quoi. Et la vérité, c'est que les meilleurs elfes, c'est les elfes de la forêt parce qu'ils ont encore les pieds dans la terre. Très vrai, ça. Très vrai. Oui. Non, mais Hashtag Thranduil forever. On en revient toujours à ça. Regardez. Bah écoute, j'ai suivi ton exemple et les recommandations de Philippe qui m'a dit regarde Loot, c'est tout. Point. Donc j'ai regardé Loot, c'était tout. Et j'ai passé un bon moment. Alors déjà parce que objectivement j'aime ce qui est excès de richesse. Et j'avais aimé beaucoup Crazy Rich Asians pour ça. Je n'ai pas beaucoup de goût des fois, hein. Je le reconnais très, très volontiers. Mais du coup j'ai passé un bon moment pour ça. Et puis enfin... l'intrigue vaut ce qu'elle vaut. Je pense qu'aux 2 tiers, les ficelles. Ça mollit, ouais. Ouais, un peu. Très bon jeu de mots. Mais du coup, c'est. Oh, je l'avais même pas fait exprès. Mais oui, ça mollit. Oui. Ça mollit. Mais du coup, effectivement, à la fin, ça se rattrape un petit peu, même plutôt bien, je trouve. Évidemment, totalement fictif et impossible, mais intéressant. Ça trouve sa substance à la fin. Et je soupçonne très fortement, enfin, que je sais pas comment marchent toutes les séries, mais que ça a été écrit d'abord par la fin et qu'ensuite ils ont décrit le début pour arriver à cette fin-là, quoi. Bon, ce qui est bien, c'est qu'Apple a commandé une seconde saison, donc on pourra continuer à avancer. Très bien. Je me suis laissé tenter, j'avais envie de débrancher mon cerveau par The Good Doctor. Qui est un truc que ma mère regarde depuis des années. Tu vois, quand j'en suis au niveau de regarder ce que regarde ma mère à 14h quand elle rentre du travail. Tu vas écouter du Jennifer un jour, tu vas voir. C'est évident. C'est évident. qui est autour d'un docteur qui est censé être autiste savant. Et c'est intéressant parce que la représentation de l'autisme est juste non. Mais genre non. Mais par ailleurs, ils font tout le reste super bien. Il y a une représentation de la diversité américaine, donc t'as des blancs, il y a des noirs, il y a des asiatiques, il y a des indiens natifs, enfin t'as la totale. Ok. T'as des hommes, t'as des femmes, t'as des gens riches, des gens moins riches. Même dans les cas médicaux, quoi. Ils ont assez rapidement dans la série des gens, des personnes à mobilité réduite, des personnes atteintes de problèmes psychiatriques, des trans. Enfin, t'as la totale. Il y a notamment un super épisode sur un enfant trans. Et comment sa famille, comment ses parents et comment sa grand-mère voient ça, tu vois. Donc des sujets super compliqués, quoi, et qui sont super bien foutus, quoi. C'est très subtil et ils prennent vraiment la taille de l'épisode, 42 minutes, pour l'explorer en profondeur, quoi. Et c'est vraiment super bien fait. Avec, si j'ai bien compris, la 4e saison que j'ai pas encore regardée va s'attaquer au Covid-19, et donc je crois que ça va être fait tout aussi correctement que le reste. Et en même temps, t'as ce personnage principal qui est une espèce de caricature d'autiste. Et tu fais waouh, vous avez mis toute l'énergie dans le reste et vous avez oublié le principal, quoi. C'est ouf. Ouais, ok, ouais. Mais c'est intéressant parce que et je crois que c'était quelque part aussi une de tes critiques contre Loot, quoi, où il y a le côté les blancs s'excusent presque d'exister, quoi, dans Loot. Ouais. Et où là c'est pas le cas, c'est une vision de la diversité, mais une vision joyeuse de la diversité qui est regardez, on est tout ça. J'aime bien ça. Je pense que dans Loot c'était assez maladroit, d'autant plus que ça rend un des personnages noirs assez détestable malheureusement. Alors qu'il est en soi il pourrait être cool, mais ses répliques c'est juste. Donc ouais, ok, intéressant ça.
Écoutez. Écoute, je vais, écoute, lol, je vais, j'ai vu une vidéo musicale que je vais mettre dans écouter, et on parlait de choses très populaires que nos mamans aimaient bien. Bah du coup, j'ai vu par accident, je promets que c'est par accident, l'algorithme de YouTube, je crois, me connaît un peu trop bien, une vidéo d'un Coréen qui chantait L'envie d'aimer des 10 commandements. Ça n'est évidemment pas un accident. Et en fait, ils ont un festival coréen où ils chantent plein de trucs français. Et je trouve ça extraordinaire parce que déjà, on comprend ce qu'ils disent, à l'inverse de beaucoup de chanteurs français actuels, chanteurs et chanteuses. Et c'était trop beau, c'était trop beau. Genre, ils chantaient super bien. J'aime bien cette idée que tu te sois forcé à faire un doublet masculin-féminin dans une critique. C'est-à-dire, la seule fois que tu le fais, c'est pour dire du mal des gens. Quel putain de langue de pute. Alors déjà, on dit langue de travailleuse du sexe, merci beaucoup. Et ensuite... Ah ouais, c'est vrai, ouais. Oui. Ils vont dans le même bucket pour l'enfer de mon côté, donc t'inquiète pas. Sinon, qu'est-ce que j'ai écouté? Oui, Rockstop a sorti enfin son Profound Mysteries 2, donc le second opus du Profound Mysteries 1. Enfin, ma phrase n'est pas du tout française, mais je pense que tu feras voilà. Hein. Et donc j'avais adoré l'opus 1, j'ai adoré l'opus 2. En même temps, tu mets Suzanne, pardon pour son nom de famille que je vais écorcher, mais Sunford, la chanteuse suédoise, tu la mets sur n'importe quelle chanson, elle chante à la queue leu, tout le monde est en extase. Donc bon, c'est assez facile à ce niveau-là, quoi, là-dessus. Elle a 2-3 chansons dessus, à partir de là, je suis acquis, quoi qu'il arrive, quoi. Et j'ai aussi écouté alors un groupe qui s'appelle, je crois, Always. C'est comme Always, mais avec 2 V au lieu d'un W. Donc c'est un W, mais double V. W, ouais. Voilà. Ah. Donc ça s'appelle Antisocialize, c'est l'album qui précède leur nouvel album qui sort, je crois, d'ici à peine un mois. C'est dans Alternative, d'Apple Music. Je crois que c'est l'incarnation de l'alternative selon Apple Music, effectivement. C'est la musique un peu alternative, je sais pas comment décrire plus que ça. Tu vois, t'as des guitares un peu distantes, puis des fois c'est un peu rêveur, des fois c'est un peu plus énergique et tout ça, mais toujours un peu dans on dirait que c'est dans un garage à chaque fois, mais avec beaucoup d'écho, c'est super. Ouais, alternative, en fait, c'est quand tu fais de la pop, mais que t'es pas encore milliardaire, c'est ça? C'est exactement ça. C'est un très bon résumé. Ce qui m'a frappé en bien là-dedans, c'est que c'est des jeunes qui sont assez enthousiastes. Je crois que beaucoup de... Enfin, il y a eu une espèce de déprime musicale les 10-20 dernières années dans l'alternative qui commence à se résoudre un petit peu. Où il y a une... en tout cas, j'identifie dans ma bulle à moi une espèce de regain d'énergie positive dans la nouvelle pop, quoi. Après, c'est peut-être moi qui me fais des idées. Hein. Mais j'aime bien. Non, je sais pas si c'est toi qui te fais des idées. Il y a peut-être les deux tendances. Tu sais, il y a une tendance très dépressive, la pop sous Prozac, quoi. Ouais. Et il y a une tendance beaucoup plus lunettes roses. Comment qu'il s'appelait le type là, Mika, je sais pas, un truc comme ça. Mika. Là, oui, alors Mika est presque du côté de l'hystérie. Il y a un spectre. Ouais. Il y a un spectre. Et c'est vrai que selon enfin c'est par vague, quoi. Le centre de la balance, ça pèse d'un côté ou de l'autre selon les années, quoi. De mon côté, j'ai exploré les listes de lecture d'Apple Music. Parce qu'en fait, je crois que la clé pour comprendre Apple Music, c'est d'utiliser leur liste de lecture. Et où en fait, il faut arrêter avec la section là, les nouveautés et machin truc muche, ah oui, non, c'est possible. Qui en fait sont absolument pas personnalisées, et ça ne marche pas, quoi. Là, si j'ouvre la section écouter, là, il me propose de la pop française, ce genre de truc que j'écoute pas du tout, quoi. Pas encore. Non. Donc ça va pas, quoi. Et donc j'ai fait le tour de liste de lecture dans la rubrique jazz, enfin dans la... je crois qu'ils appellent ça la section, la catégorie, enfin c'est voilà, parce que c'est du logiciel la musique, c'est évident. Donc je me suis abonné à quoi? Une demi-douzaine de listes de jazz, une demi-douzaine d'électro, et puis quelques de classiques. Je mettrai le lien vers mon profil Apple Music et puis celui d'Arnaud dans la description du podcast. Je sais pas si c'est une bonne idée. Il faut que les gens voient à quel point c'est affreux, c'est horrible. Et à quel point on sélectionne les morceaux dont on parle dans ce podcast.
C'est vrai. Et que tout cela n'est que mise en scène. Il faut que les gens sachent la vérité. Mais en fait, je crois que c'est vraiment la clé parce que y a beaucoup de redites dans ces listes de lecture parce que forcément, quand on prend 6 listes jazz et 6 listes électro, ça se recoupe. Ouais. Mais en fait, c'est ça leur algo de recommandation. C'est vraiment la recommandation humaine. Et c'est vraiment comme ça qu'on voit arriver les nouveautés beaucoup plus rapidement que par leur sélection algorithmique. Et j'ai fait ça parce que Simon Collison a publié un long article où il explique comment il sélectionne des morceaux pour faire sa petite liste de lecture, Collie Weekly, qui est super. Et du coup, inspiré par sa playlist, j'ai essayé de lancer la mienne. Ok. Voilà. Donc elle s'appelle Departures, parce qu'évidemment, tout sonne beaucoup mieux en anglais. Et donc, une fois par mois, ce sera une sélection de jazz infusé d'électro, ou l'inverse d'ailleurs. Parmi ce que j'ai écouté, donc parmi les trucs qui viennent de sortir, ce sera sur Apple Music, peut-être sur Spotify si j'ai le temps. Et la première édition sort en même temps que cet épisode, donc début septembre. Et il y aura évidemment dans cette sélection un morceau issu de Valse Sinistre, qui est le dernier album de Billy Drummond et Freedom of Ideas. Et c'est peut-être le tout meilleur album de post-bop que j'ai écouté depuis des années. Ça tape super fort. En même temps, ça tape incroyablement parfaitement avec le tempo. C'est de la musique acoustique, mais il n'y a rien de plus électrisant, quoi. C'est super. C'est ce qu'on peut faire de mieux en post-bop, je crois. Ok, bah ça donne envie d'écouter du coup. Yes, il faut. Ok. Tu vois, je sais pas si je m'abonnerai à ta playlist parce que j'ai peur de pas être à la hauteur. Mais ça va. Non, mais n'importe. Ah, alors là. Mais il faudrait peut-être que je fasse la mienne, mais je crois que j'ai pas l'énergie sur le long terme. En fait, c'est facile parce que je mets de côté des morceaux pour une liste annuelle. Et qui, voilà, je crois que cette année, il y a 2022, il y a déjà 56 morceaux. Et là, l'idée, c'est de mettre, je sais pas, peut-être une dizaine ou une quinzaine de morceaux de côté dans le mois, quoi. C'est pas incroyablement compliqué. Okay. Et surtout, en fait, le truc qui m'embête un peu avec le streaming, c'est que j'ai remarqué que j'ai tendance à écouter un album une fois et puis à jamais y revenir. Et là, ce que je voudrais quelque part, c'est me forcer à écouter de manière un peu plus attentive. Et d'ailleurs, pas forcément en faisant autre chose, mais vraiment en écoutant de la musique pour écouter de la musique, quoi. Consciemment, quoi. Ouais. Et me dire, tiens, ça j'aime. J'en parlais dans le dernier épisode, quoi, mais vraiment être capable de dire ça j'aime, quoi. Et être capable de dire pourquoi je l'aime, et du coup de le mettre de côté dans une playlist. Et de pouvoir revenir dessus, parce que évidemment je vais garder les archives, et de pouvoir revenir dessus non seulement dans le mois, mais dans l'année, quoi. Et ne pas être dans le flux en permanent, mais justement être capable quelque part de mettre une écluse à un moment en disant paf, stop, on arrête le flux. Ça c'était bien. Ça mérite qu'on s'arrête 2 minutes, qu'on en parle, qu'on l'écoute. Et ensuite on reprend le flux et on continue à descendre cette énorme rivière de musique qui arrive là tous les vendredis, c'est incroyable. Parce qu'en même temps, on n'a jamais eu autant de musique et autant de bonne musique. Je crois qu'il faut vraiment être positif, quoi, avec le streaming. Je suis d'accord. C'est génial, quoi. On peut être exposé à des trucs. Enfin, c'est inouï, littéralement. C'est le meilleur de la tech, quoi. Mais c'est presque trop. Et je crois qu'il faut le faire avec une grande conscience. Et il faut justement... Et c'est... Quelque part, c'est mon outil pour pouvoir m'arrêter et le faire en pleine conscience, pour reprendre ce terme de gourou. Avec bienveillance et solarité. Voilà. Okay. Bonjour le monde. Bonjour le soleil. Bonjour les oiseaux. Bonjour connasse. Pardon. Intéressant de voir que ton insulte qui vient la première en tête est une insulte plutôt sexiste. Du coup, alors, je vais passer sur lire. Je vais donc prendre la parole de manière péremptoire. Écoute, je pense que comme toi, j'ai lu la newsletter pop-up de Craig Mod, bien entendu, qui s'appelle Tokyo. Oui, hein. Il y a tout qui va. C'est ça le problème avec lui, c'est qu'il y a tout qui va. J'aimerais bien trouver un problème. Donc le principe, c'est que c'était une newsletter temporaire, éphémère. Tu pouvais souscrire et après, à l'issue de 7 jours, il détruisait ton adresse email et tout ça, et voilà, t'étais tranquille. Et il n'y a pas d'archives. Il n'y a pas d'archives. Donc le côté
temporaire de la chose la rendait d'autant plus sympathique parce que Dieu sait que les newsletters, on en reçoit beaucoup qui sont pas intéressantes, quoi, à commencer par le truc de magasin et tout. Donc déjà, c'est un truc que tu sais limiter dans le temps et du coup, ça apporte de la valeur à ce qu'il y a à l'intérieur. Et chacune, c'est assez conséquent en termes de texte, donc il faut prendre le temps de se plonger dedans, de lire et de relire et tout ça. 30 000 mots en 7 jours. Incroyable. Et j'ai adoré aussi le process. Donc en fait, le principe, c'est qu'il marchait dans Tokyo à chaque fois un itinéraire différent, très tôt le matin parce qu'il fait très chaud là-bas actuellement. Et du coup, c'était genre dans l'idée 4 heures jusqu'à 10 heures, un truc comme ça. Bon, là, et après, ça variait selon les jours, évidemment, selon la fatigue, tout ça. Et il avait 7 copies de son livre à distribuer, une par jour, dans un kissa ou un salon où il prendrait un café et tout. Et 7 jours comme ça, à parler aux gens, à aller à la rencontre de la ville, quoi. Et tout est hyper sourcé, et à chaque fois je crois qu'il dictait beaucoup ses réflexions. C'est intéressant ça, où il expliquait qu'il prenait des notes sur le vif, mais avec Siri, avec la dictée. Et c'est là que tu vois que ça marche pas très bien. Et enfin moi ça m'a beaucoup inspiré parce que j'arrive au 10e anniversaire du petit article que j'avais écrit là en 2012, Écrire, où je parlais de la synthèse vocale, ouais. Et où je parlais de la création d'un alter texte, et où c'est marrant parce qu'il mettait quelques phrases qui sortaient de Siri, et c'est vraiment ça, c'est un alter texte. Et va retrouver ce que tu es en train de dire. Impossible. Et où quelque part c'est marrant parce que ça devient un outil de suggestion de. Enfin, tu n'arrives pas à retrouver ta phrase originale, donc tu es obligé de recomposer avec Siri. Et c'est. Oui. Ça crée une entropie inattendue. C'est fantastique, ouais. Mais en même temps, c'est un peu chiant quand même, des fois. Totalement. Et c'est curieux parce que j'ai l'impression que ça et l'autocorrection, d'ailleurs, ont empiré plutôt que de se sont améliorés. Ouais. Il y a un moment où c'était vraiment très bien et je crois vraiment que ça c'est... Ouais. Malgré les 10 000 micros, malgré ce que tu veux, quoi. Et... ouais, bah écoute, le fait de savoir qu'il y avait ça dans ma boîte aux lettres, le fait de prendre le temps pour la lire et de me plonger dans les différents liens, tout ça, explorer des choses, enfin, c'est merveilleux, quoi. Tu voyages avec lui et, enfin, je sais pas, tu ressens le truc, c'est un bon moment, quoi. Tu passes un bon moment. Ouais, moi ça me fait réfléchir, cette capacité d'écrire 30 000 mots en 7 jours. Ouais. Et où évidemment tout n'est pas égal et c'est... Bien sûr. C'est mieux sur la fin d'ailleurs que sur le début. Complètement. Et où il y a pas de structure narrative dans le sens où ce sont les événements extérieurs quelque part qui déclenchent son écriture. Donc il y a pas de plan préconçu, quoi. Il y a pas de narration préconçue. Ouais. Ou elle est préconçue dans le fait qu'il crée les conditions de l'existence de la narration, mais ça s'arrête là, quoi. Et mais en même temps, bordel, qu'est-ce qu'il est capable d'en faire? Et où il faut que je me trouve un exercice pour être capable d'écrire 30 000 mots en une semaine, parce que ça te débarrasse d'un ego. C'est-à-dire que c'est ce qui est beau dans la manière dont il écrit, c'est qu'il n'y a pas d'ego. Il écrit tellement vite qu'il est obligé de laisser son ego à la porte. Et donc il y a une grande vulnérabilité dans ce qu'il écrit, parce qu'il n'y a pas le filtre de l'ego qui t'arrête. Enfin, qui l'arrête. Oui, et pas le self-conscious, quoi. Ouais, la conscience de soi. Ok. C'est pas une écriture automatique, mais pas loin, quoi. D'ailleurs, cette newsletter était très, très intéressante parce que c'était des fragments, quelque part. C'est une collection de fragments tout au fil de la journée. Ouais, tout à fait. Ouais. Et il y a un côté très... Enfin, c'est presque une écriture comme réflexe, tu vois. Et je trouve ça incroyablement inspirant, quoi. C'est... Ouf. Ça l'est, quoi. Je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est un process. C'est-à-dire que c'est le résultat aussi de... Déjà... plus de 20 ans qu'il vit à Tokyo, je crois. Oui, puis c'est pas sa première newsletter. Voilà, il y a tout ça qui compte, qui s'accumule, quoi. C'est un ensemble de choses. C'est tout ce que j'avais à dire. Tu vois, alors que toi, t'es moins affûté après 50 épisodes. On n'y est pas encore. Mais c'est... Enfin, ouais, ça donne envie, quoi. Vraiment, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça inspire, en fait, vraiment. Je trouve... Enfin, c'est vraiment toujours inspirant ce qu'il écrit, en général. Mais là encore plus, sur l'expérience et sur le... Et il y a des formes d'écriture, quand tu écris toi-même, il y a des formes d'écriture qui sont excluantes, qui te donnent envie d'arrêter d'écrire, tu vois. Et là, non. Quand je lis Craig Mudge, j'ai envie d'écrire. Faudra qu'on lui dise ça. Et waouh. Waouh.
Hein, hein. Ok, et donc, enfin oui, inspiré par cette lecture et la sérendipité occasionnée par les différents liens inclus dans ces newsletters, j'ai lu le portrait de Murakami qui a été écrit en 2011 dans le New York Times. Parenthèse, il y a un paywall, mais je crois que dans Chrome on Il peut y se a un débrouiller. soft paywall, il suffit de coller le titre dans Google et... Voilà, on s'en sort. Et un article que j'ai trouvé très intéressant. Alors Murakami, je suis pas extrêmement connaisseur. Je pourrais pas dire non plus du coup que je peux m'identifier à tout ce qui est dit dedans. Mais ça rappelle certaines choses, notamment dans la méthode de travail, sur l'usage de... Bah, on parlait avec Siri de ça aussi, bah, sur l'aléatoire pour la créativité. Le fait que, par exemple, pour son premier roman, Murakami l'a écrit en anglais, qui est pas sa langue native, pour ensuite le retraduire en japonais, afin de trouver son ton. Et ça, c'est un truc que je fais souvent. C'est génial, ça, je trouve. Et c'est super utile. Ouais. Cette force, en fait, à trouver à ce regard critique que tu peux pas avoir autrement, je pense. Et aussi, évidemment, sur l'esprit américain. Parce que, en parlant de traduction, le 1Q84 est sorti en plusieurs volumes au Japon. Aux États-Unis, ils ont tout fait en un seul volume, donc c'est très brutal, et d'autant plus brutal qu'ils voulaient le sortir très vite, donc ils ont fait travailler deux traducteurs indépendamment sur la partie, sur deux parties enfin, horrible, quoi. C'est horrible. C'est de la boucherie, littéralement. Et c'est américain, je veux dire, on peut pas faire, enfin, c'est vraiment américain, quoi. Bon. Et sur ce côté aussi prise en otage de l'œuvre, enfin de l'artiste par son œuvre, quoi. Où il dit qu'il était un peu prisonnier de l'histoire, il s'est mis en confinement volontaire pour écrire son bouquin, que ça l'a retenu prisonnier pendant 3 ans, et qu'il n'avait pas de choix parce que les choses venaient à son esprit, il écrivait ce qui venait à son esprit, quoi. C'était une boîte noire un petit peu, donc il avait sa vie ordinaire à côté, vraiment très ordinaire, même limite un peu chiante. Et derrière, par contre, ce travail, c'est ouvrir une boîte comme ça et écrire ce qui se passe, sans connaissance vraiment consciente des événements qui s'y produisent, quoi. Et aussi sur l'importance du corps, le fait qu'il court ou il nage, je crois, 1 heure par jour au minimum, et il dit à un moment que tout ce qu'il sait sur l'écriture, il l'a appris en courant. J'ai un Q84 à 2 mètres de là où j'enregistre et je pointe du doigt, c'est très visuel pour les gens qui nous écoutent, vers un Q84 dans ma bibliothèque. C'est vers la gauche. Voilà. Mais le seul truc que j'ai lu d'Haruki Murakami, c'est What I Talk About When I Talk About Running. Quoi ? Je sais pas comment c'est traduit en français. De quoi je parle quand je parle de courir. Ah, ok. Dont le titre est évidemment un riff sur le titre de la collection de nouvelles de Raymond Carver, qui est aussi, là je pointe vers What We Talk About When We Talk About Love, et où c'est peut-être, j'en ai lu un paquet de bouquins d'écrivains sur l'écriture, mais c'est peut-être le meilleur de tous. Et de ce qu'il parle, dont il parle quand il parle de courir, c'est de l'écriture. Et de la même manière que Mode écrit en marchant, Murakami écrit en courant. C'est plus dur de dicter. Un peu plus. Et imagine en nageant, c'est encore pire. Mais ouais. Okay. Moi, j'ai très peu lu ces derniers jours parce que j'écris. Donc forcément, tu peux pas faire les deux. Mais outre le délice de tout ce que Craig Mott fait, je suis tombé par hasard sur le blog Diffenhain, qui a un doctorat en éducation musicale et qui est prof de technologie de la musique, donc ça vous pose un homme. Ah oui. Mais il a écrit quelques-uns des articles les plus fous que j'ai pu lire sur les transcriptions de Bach à la guitare, qui sont des trucs sur lesquels je me suis cassé les doigts. Et même s'il parle beaucoup de musique classique, il parle aussi pas mal de blues. Enfin, tu sens qu'il est guitariste, quoi. Et j'avais été beaucoup touché par son article sur Elizabeth Cotton. Le lien est dans la description du podcast. C'est une pionnière du blues qu'on a un peu tendance à oublier, alors que c'est super intéressant parce qu'elle fait la transition entre le rag et le blues. Donc le rag qui est cette musique noire qui donne et le jazz et le blues. Et surtout, elle a une technique guitaristique qui est absolument incroyable. Bien avant Jimi Hendrix, c'est une gauchère qui joue sur une guitare de droitier. Et elle joue à l'envers. Et donc, elle a la basse qui, en fait, est souvent utilisée comme la mélodie. Et c'est incroyable. Et ce petit article, ou ce long article qu'il a sur Elizabeth Cotton est superbement bien écrit. Et c'est
peut-être un des tout meilleurs blogs que j'ai lu, et pareil, j'en ai lu un paquet, sur la musique. Ok. C'est chouette. Acheter ? Anthony, je n'ai pas acheté grand-chose ce mois-ci parce que je suis toujours ruiné, mais j'ai quand même été... Enfin, non, parce que je suis ruiné, le mais n'a aucun sens dans cette phrase, parce que je suis ruiné, je vais aller dans les magasins populaires comme Action et Aldi. T'as pas d'argent, mais tu veux quand même acheter, donc tu t'achètes pas cher. Exactement. J'en tire une certaine coquetterie. Je crois que je suis vraiment monstrueux à ce niveau-là, parce que autant il y a des gens qui y vont par nécessité, autant moi j'y vais genre... je fais les courses avec les pauvres. Mais c'est... Anyway. Donc oui, je vais mis par nécessité, mis par envie d'acheter des choses, je vais chez Aldi, Action, ce genre de choses. Et j'ai acheté quelque chose que je devais acheter depuis super longtemps, qui est une râpe de cuisine. Parce que je voulais faire une espèce de... Il faisait un peu chaud encore ces derniers temps. Et du coup, je voulais faire Un peu. Une carafe d'eau avec du citron, du gingembre, des trucs comme ça. Et j'avais du gingembre, mais je pouvais pas le râper. Donc, je voulais râper le gingembre. Donc, c'est très intéressant. Et du coup, voilà, j'ai pas pour mes doigts, mais je suis content quand même. Et sinon, j'ai acheté... c'est vraiment pas très intéressant comme truc sur la râpe de cuisine, en fait. Je réalise ça maintenant. On va peut-être le couper, hein. Non, on va pas le couper parce que j'ai envie que dans 6 mois, on puisse revenir sur cet épisode pour expliquer comment t'as chopé le tétanos. Je crois que c'est un des vaccins que j'ai eu, donc normalement ça devrait aller. Oui. Je crois. Râpe de cuisine chez Action. Ouais. Tu sais ce que j'ai aussi acheté Tu sais ce que j'ai aussi acheté chez eux, c'est une prise anti-moustique à 2 €. J'ai très peur à chaque fois que je la branche. Donc le tétanos et le cancer. Et le feu à l'appartement. Putain, l'épisode 100, il va être chouette. Hein. Il va être sympa. Il y aura de quoi dire. Et sinon, j'ai aussi acheté une carte cadeau pour Philippe pour son anniversaire. Philippe qui est ton frère. Philippe qui est mon frère, qui a eu ses 20 ans. Le pauvre. Environ le 16 août. Et sur le site des Egnos, donc c'est un site où en gros... c'est vraiment une des incarnations. À chaque fois, ça me revient en tête à quel point le confort... l'emporte sur tout le reste. C'est-à-dire que c'est une expérience d'achat où tu peux acheter des posters, des affiches, des trucs comme ça. En même temps que tu la sélectionnes, on te propose plein de cadres différents, donc tu peux acheter l'ensemble et c'est livré tel quel, donc tu n'as pas besoin de faire chier à chercher le cadre et nanana. C'est très simple, mais ça marche, quoi. Et tu as aussi un outil pour configurer ton mur de cadre. Tu sais, c'est très à la mode, ça, où tu as toute cette espèce de constellation de cadres de différentes couleurs et tout. Et c'est vrai que c'est redoutable, ça marche très très bien. Ça paraît très simple comme ça, mais j'ai pas trouvé d'équivalent. Et ils te prennent 100 balles. Je connaissais pas du tout, je suis sur le site, oui, c'est ça. Ils te prennent, si tu veux faire un collage, ils te prennent 100 balles sans que tu t'en rendes compte, quoi. C'est ça. Tu peux trouver des... Enfin, c'est toujours plus cher qu'ailleurs. C'est-à-dire que soit le cadre est plus cher, soit l'affiche est plus chère, soit les deux. Mais c'est tout intégré, quoi. Donc, je comprends l'intérêt. Voilà. Redoutable. Je suis assez fasciné par le nombre de petits sites comme ça qui font qu'un seul produit. Ouais. Il y en a des centaines, quoi, qui se taillent une niche, et visiblement ça marche, mais c'est incroyable. Et c'est là aussi où tu vois que le pouvoir de paiement sécurisé, rapide et sécurisé par carte ou PayPal. Tu vois le pouvoir de PayPal et d'Apple Pay, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Tu fais sauter la difficulté de la création du compte client, C'est ça, avant c'était Shopify, enfin même Shopify d'ailleurs rejoint ce problème d'ailleurs. Et c'est très très simple de créer son propre site. Mais où ça me pose aussi des questions sur la relation client, quoi. C'est-à-dire que tu t'en fiches quelque part. T'es là pour vendre un produit, quoi, pas pour avoir une relation avec un client. Pas faux, ouais. Mais d'un autre côté, je crois qu'il y a un standard... Pardon. D'un autre côté, je crois qu'il y a un standard un petit peu amazonesque. C'est-à-dire qu'il faut mettre en avant le fait que tu as des retours faciles et gratuits. Tu vois, tu as un minimum vital quand même. Oui, donc quelque part, tu crées la relation sur autre chose, sur un aspect purement serviciel, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas mon truc. En fait, c'est ce qui a permis tout le dropshipping, notamment. Oui, non, mais c'est le problème. C'est tout l'inverse de ce qui me... Oui, tout. Non, stop, non. Ah, je comprends pas. Pourtant, c'est durable. En même temps, je dis ça, mais j'ai acheté un truc sur Amazon. Ça doit être, je crois, ma 3e ou 4e commande de l'année.
J'ai acheté les prises connectées Meros, plein, parce que j'en ai mis partout. J'ai des choses à dire. Ça m'intéresse beaucoup. Elles sont Maous, hein. Déjà, elles sont pas petites. Ouais. J'ai celles d'Ivy et elles sont quand même vachement plus petites. Elles sont beaucoup plus silencieuses aussi, celles d'Ivy. Elles sont brillantes, brillantes, pardon, celles-là. Bah, Meros, quand tu l'allumes ou tu l'éteins, t'entends clonk. C'est vrai. Ouais. J'ai la prise connectée, mais la multiprise. Oui. Et ouais, c'est très clonk, ouais. En même temps, tu le vois sur le prix. Par la multiprise d'Ivy, elle vaut 100 balles pour 3 prises. Celle de Meros vaut 40 balles pour 5 prises plus 3 ports USB. Bon. Certes. Après, la qualité de fabrication est pas la même. Il y a un fusible dans celle d'Ivy. Enfin, tu sais aussi pourquoi tu payes, et c'est pour ça que j'ai pas de multiprise Meros, que toutes mes multiprises, c'est des multiprises Belkin qui valent fort trop cher pour ce que c'est, mais que j'aurai jusqu'à la fin des temps. Comme tous les chargeurs que j'ai aussi, je peux pas prendre d'autres marques que Belkin. Mais le souci de ces prises, c'est que je les ai achetées pour brancher sur des appareils qui consomment de l'énergie en permanence. Je vais les citer, ce sont mes enceintes Sonos. qui consomment grosso modo ce que consommerait une ampoule LED, donc ça veut dire que j'ai 1, 2, 3, 4 enceintes Sonos, ça veut dire que c'est comme si j'avais 4 lumières allumées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas grand chose, mais enfin, vu le prix de l'électricité, plus accessoirement le fait qu'on va importer du gaz de schiste pour faire tourner mes ampoules cet hiver, autant consommer moins. Mais le problème de ces prises, c'est que elles-mêmes, elles consomment. Bah oui, elles sont connectées, il faut bien que... Bien sûr. Ouais. Donc quand elles sont éteintes, en fait, elles sont allumées, c'est juste qu'elles font pas passer de courant. Mais donc elles consomment un peu. Mais le problème, c'est que quand elles sont soi-disant éteintes, et qu'elles font soi-disant pas passer de courant, en fait, elles font passer du courant, parce qu'il y a un courant de fuite, et que le courant de fuite des Meros, il est vachement plus élevé que celle des Ivy. Et donc, ce qui est drôle, c'est que si tu prends une toute petite veilleuse à diode, vraiment les veilleuses qui consomment rien du tout, là, qui sont juste faites pour faire une toute petite lumière très faible la nuit, et que tu les branches sur ta prise Meros, la prise Meros éteinte, la veilleuse est allumée. Mais non. Le courant de fuite est tellement fort enfin tellement fort. C'est quelques dixièmes de watts, mais il est suffisamment fort pour que une ampoule, une diode derrière reste allumée. Ah ouais. Donc tu sais pourquoi tu payes. Je me pose une question là-dessus. Est-ce que, et je crois que on fait une partie vraiment trop longue sur... c'est pas grave, continuons. Est-ce que on se dit qu'on paye trop cher parce que la mauvaise qualité est disponible plus facilement qu'avant, à prix forcément moindre, et à des performances qu'on imagine équivalentes, en fait non? Ou est-ce que ce genre de raisonnement, on le tenait par exemple au XVIIe siècle, tu vois? Est-ce que, même s'il y avait moins d'outils, tout ça, mais bon, on peut imaginer que tout correspondait à une certaine qualité de base, quoi. Là, je veux dire la contrefaçon en général, même soft, comme celle-ci de Meros, par exemple, c'est une forme de contrefaçon dans un sens. Est-ce que le fait que ce soit disponible aujourd'hui nous fait dire que la qualité est chère, alors qu'en fait, elle a toujours été, entre guillemets, au même prix? Ou est-ce que c'est un vrai problème de la qualité est effectivement très chère parce que y a une taxe qualité, quoi? T'as pas voulu faire une transition. Tu t'es pas rendu compte que t'as fait la transition. Mais en fait, la réponse, c'est le sujet principal que t'as choisi. Qui est, t'en parlais il y a 15 jours, que t'as vu Rams. Je l'ai revu hier soir. J'ai, excellent comme d'habitude, chialé devant Rams. C'est très beau. Parce que vers les deux tiers, c'est très émouvant, c'est vrai. Ouais. C'est parce que voilà. Et je peux pas être objectif avec Dieter Rams. Et un jour, ma maison ressemblera à un catalogue Vitsu, et c'est très bien. Et je relisais ce matin. Il avait écrit en 1976 un discours sur Vitsu. Donc Vitsu, qui est cette entreprise qui a été fondée pour commercialiser les produits designés par Dieter Rams en dehors de Brown. Donc notamment son système de bibliothèque modulaire, encore une fois, je pointe vers ma bibliothèque, donc le Vitsu 606, son fauteuil 620 et sa table 621, qui sera mon cadeau d'anniversaire, j'ai décidé. Et il n'y a rien acheté dans ce discours, et ce qui est fou, encore une fois, 1976, et il faut écouter ce qu'il dit, quoi.
Ouais. Il y a des questions plus vastes auxquelles nous devons répondre à propos de notre environnement urbain et de la manière dont il nous affecte en tant qu'individus et en tant que société. Quels effets les pylônes électriques, les gratte-ciels, les autoroutes, l'éclairage public et les parkings, par exemple, ont-ils sur notre psyché et nos relations ? Nous savons que les habitants des blocs de béton anonymes peuvent devenir dépressifs en raison de leur environnement. Mais qui effectue des recherches systématiques sur ces questions ? Qui prend tout cela vraiment au sérieux ? Et attention, mesdames et messieurs, vous allez chialer. J'imagine que notre situation actuelle fera frémir les générations futures devant l'insouciance avec laquelle nous remplissons aujourd'hui nos maisons, nos villes et nos paysages d'un chaos d'objets hétéroclites. Quelle apathie fataliste nous avons face à l'effet de telles choses. Quelles atrocités nous devons tolérer. Et pourtant, nous n'en sommes qu'à moitié conscients. Cette situation complexe s'accroît et est peut-être irréversible. Il n'y a plus d'action discrète. Tout interagit et dépend d'autre chose. Nous devons réfléchir plus en profondeur à ce que nous faisons, comment nous le faisons et pourquoi nous le faisons. En effet, l'effondrement de l'ensemble du système est peut-être imminent. Dieter Rams, 1976. L'effondrement de l'ensemble du système est peut-être imminent. Heureusement qu'en 2022, ça va beaucoup mieux. Le temps du design irréfléchi qui ne peut s'épanouir qu'à une époque de production irréfléchie pour une consommation irréfléchie est révolu. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être irréfléchis. Ça fait 50 épisodes qu'on dit la même chose. Le problème, c'est l'irréflexion. Je crois qu'il est plus optimiste que moi. Hein. Mais il est plus optimiste que toi parce qu'il pense que les designers peuvent sauver le monde. Oui, mais je crois que les designers eux-mêmes sont une race en cours d'extinction, en voie d'extinction. Enfin, les bons designers, j'entends bien sûr. Je devrais le relire tous les ans, ce truc, parce que j'oublie à chaque fois à quel point c'est incroyable, mais je suis convaincu qu'un design bien pensé est déterminant pour la qualité d'un produit. Un produit mal conçu est non seulement plus laid qu'un produit bien conçu, mais il a aussi moins de valeur et d'utilité. Pire encore, il peut être intrusif, et notamment tout le problème qu'il avait avec la taille de la marque Brown sur les appareils. Oui. Et qu'au fur et à mesure des designs de Rams, la marque devient de plus en plus petite. Et oui, il a ce passage dans le documentaire où il dit quand vous vous présentez, quand vous allez à une soirée, vous vous dites pas « Ah, je suis Anthony, bonjour !» Non, tu te présentes à chacun séparément, quoi. Et il dit non mais t'imagines, si tu mets la marque en grand, c'est comme si t'avais tous ces produits qui disaient « Je suis Brown ! Je suis Brown ! Je suis Brown !» Et c'est un des problèmes que j'ai avec Apple, la pomme qui n'arrête pas de grandir. Apple, Apple, Apple. Les opticiens. Oui. Futur. Et la majorité des produits que nous rencontrons dans notre vie quotidienne réclament l'attention ou tentent de nous impressionner par leur magnificence ou leur taille minuscule. Et attention à une phrase clé, ces objets tentent de dicter nos relations avec eux. Un bon design crée des relations puissantes et durables avec les produits, tout comme un bon design crée des objets aux proportions équilibrées. Le design humain, le rapport... Utiliser le design pour impressionner, pour polir les choses, pour les rendre chic, ce n'est pas du design, c'est de l'emballage. Oh. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. C'est incroyable. C'est vraiment pas mal. Tout est dit, quoi. Ouais. Quand Fukasawa dit c'est le premier et le dernier product designer, c'est le premier parce que c'est le premier qui a réfléchi à ça, c'est le dernier parce qu'il nous a donné tout de suite les bonnes réponses. Ouais, c'est vrai que c'est dur de passer après ça et d'ajouter les choses, quoi. Tout a été dit, effectivement. Et Fukasawa est quand même pas... Oui, c'est pas un manche non plus, quoi. Il a fait 2-3 trucs, quoi. Mais tu vois, moi, mon interrogation là-dessus, c'était... Enfin, évidemment, j'adhère... Enfin, ça résonne énormément avec même ce qu'on disait au début. Enfin, l'obstruction qu'il y a avec les objets de la vie quotidienne et ce que tu veux faire. Et ouais, une sorte de prise en otage aussi un petit peu de ce que de ta vie, quoi. Des moments de ta vie et de ton attention. Une monopolisation comme ça qui est littéralement, très littéralement contre nature. Et... effectivement, le leitmotiv de Rams, lesser but better, moins mais mieux, s'applique dans énormément, si ce n'est tous les domaines de la vie. Et y compris dans tout ce qui est, même les relations avec les gens, même
spirituellement, tout, quoi. Même l'amour appliqué moins mais mieux, par exemple, plus profondément, alors qu'aujourd'hui il est très dispersé et très superficiel. Pourquoi tu dis énormément? Dans quel cas tu penses que ça s'applique pas? Bah, j'ai une interrogation sur les courants artistiques qui ont existé auparavant. Mhm. Genre le rococo, tu vois. Ou genre le baroque, en architecture. Ou tout ce qui est... Une de mes sections préférées au Louvre, c'est les arts décoratifs et tous les objets, quoi. Et je passe toujours un moment merveilleux là-bas. C'est magnifique ce qu'il y a. Et ces objets-là réclament l'attention. C'est vrai. D'un autre côté, ils permettent aussi... En fait, je me demande... Je ne sais pas dans quelle proportion... Enfin, quelle est la proportion? Je ne sais pas si, par exemple... moi qui ai toujours été éduqué très classiquement, tu vois, dans un environnement un peu... Les choses comme à Versailles, tout ça, même si c'est des choses très luxueuses, qui ne sont pas forcément le cas pour... qui ne doivent pas forcément être appliquées à tout le monde, sont des choses qui sont belles et suscitent l'admiration et créent une inspiration aussi. Mhm. La vision de Rame, c'est que les objets ne devraient pas se mettre en travers de ton chemin. Et je pense qu'il y a une beauté là-dedans, c'est la beauté de l'humilité. Mais du coup, j'arrive pas à trouver la connexion qu'il y a entre... Qu'est-ce que Erasme penserait de Versailles, tu vois, par exemple? Non, d'accord, mais dans ce cas, je te pose une question. Qu'est-ce qu'il faudrait enlever à Versailles? Les touristes? C'est-à-dire, si tu... Non, mais oui. Oui. Je n'avais pas prévu ça dans ma question. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à deux. Non, mais si t'appliques moins mais mieux à Versailles, qu'est-ce qu'il faut enlever pour faire mieux? Ah, c'est dur. Non, c'est facile. Rien. Rien, c'est ce que je dirais aussi, ouais. Il y a rien à enlever. C'est minimaliste, Versailles. Ça fait exactement ce que ça doit faire. Ça te montre que Louis XIV est un cinglé mégalomaniaque. Mm. Ça fait exactement ce que ça doit faire, qui est montrer la puissance de la couronne de France et la concentration absolue de la monarchie. Enfin, je crois pas qu'il faille enlever grand-chose à Versailles. Oui, puis c'est vrai qu'il y a ce contexte aussi auquel j'avais pas pensé, auquel j'ai réfléchi maintenant en parlant, qui est que ça reste quelque chose d'exceptionnel. C'est pas quelque chose qui est censé être le quotidien des gens normaux. Et c'est justement parce que ça n'est pas pour cette raison que y a rien à enlever, tu vois. Ouais, tout à fait, ouais. Ok. Il y a quand même je pense par exemple aux intérieurs un peu bohèmes, tu vois, aussi, ou les trucs un peu où l'abondance est une esthétique. Ouais. Mais qui crée une chaleur aussi, qui Ouais. crée du plaisir un petit peu, ce côté-là. Pour le coup, c'est des gens tout à fait normaux peuvent avoir ça chez eux, quoi. Inversement, c'est la critique qui est souvent faite aux créations de Rams, qui est l'aspect clinique. Oui, un peu. Et où, en fait, je crois que c'est exactement la même chose que ton intérieur bohème ou que Versailles. Ma bibliothèque, designée par Rams, évidemment, quand elle est vide, ce que tu vois, c'est des poutrelles en aluminium vissées dans du béton avec des bacs en acier. Et tout est gris. Et ça a un côté certes très architectural. Dans les notes, t'écris Le Corbusier. Je suis allé à Firminy cet été. Je déteste l'homme, Le Corbusier. Je ne peux que constater que l'unité d'habitation à Firminy est merveilleuse. Enfin, elle a énormément de problèmes, mais ça montre une attention pour l'humain et pour les besoins de l'humain qui est... Enfin, c'est beau comme une église, quoi. D'ailleurs, à Firminy, il y a aussi une église, Le Corbusier, et c'est beau comme une église. J'aurais chose à dire là-dessus, mais ouais. c'est pour ça que je t'ai empêché. Tu sens quelque chose de la transcendance et comment, par l'objet, un humain peut te parler alors qu'il est mort. Et tu rentres en dialogue avec Le Corbusier, de la même manière que quand je passe ma main sur ma bibliothèque, je parle avec Rams. Et oui, quand elle est vide, elle est stérile et elle a un côté effrayant, quoi. Mais une fois qu'il y a mes livres dedans, et il y en a beaucoup des livres dedans, beaucoup. Plus ma collection de chouettes qui me servent de presse-livre, plus un bouquet de fleurs, plus une horloge, plus machin, plus truc-muche. On n'est pas dans le moins mais plus, on est dans le plus mais plus. Et tu ne vois plus la bibliothèque. C'est vrai. C'est ce qui m'avait frappé quand tu avais pris la photo avant et après. Avant, je me disais, ah merde, c'est vrai que c'est quand même très gris. Et quand il m'a montré avec tous les livres et tout ça, j'étais, ah mais c'est trop joli.
Et je crois que c'est la force de Rams, ou de Fukasawa dans le même genre. Hein. Toi comme moi, on a les horloges de Fukasawa, elles sont superbes. C'est ce qui fait la force, c'est qu'en fait, ce sont des choses qui, dans leur minimalisme presque clinique, sont très humains parce qu'en fait, ils te laissent la place. Ils n'imposent pas leur usage. Justement, on est dans le dialogue, on est dans la relation. Ils te permettent d'établir une relation avec l'objet. Et alors que c'est un système modulaire, et que tous les possesseurs de 606 ont les mêmes éléments pour jouer avec, c'est ma bibliothèque. Personne d'autre n'a cette bibliothèque. Il n'y en a pas une qui se ressemble, ouais, tout à fait. Parce qu'il y a mes objets dedans. Alors qu'à l'inverse, quand tu vas dans les représentations des intérieurs bohèmes chez Ikea, désolé, mais tout le monde a les mêmes meubles. Et où le meuble se voit tellement. Le fauteuil à oreille d'Ikea, que tu vois partout. Mais tu le vois partout parce que tu le vois. Ouais, c'est vrai. Parce que le meuble impose sa présence. Et où quelque part, c'est plus... Moi, je trouve ça plus lourd que Versailles. Versailles, pour moi, impose pas sa présence. Pour moi, Versailles, ça fait exactement ce que ça doit faire. Et on parlait tout à l'heure du plaisir, quoi, de l'enchantement. Si l'enchantement, pour toi, ça consiste à mettre 3 plaids sur ton canapé, mais vas-y, mets 3 plaids. Enfin, je m'en fous, quoi. Mais si en mettant 2 plaids, t'as moins d'enchantement, alors t'es allé trop loin. Moins, ça peut être une abondance de choses. C'est quand... je sais pas si c'est vraiment Léonard de Vinci qui disait ça sur... Je sens que c'est apocryphe, ouais. C'est probablement apocryphe, mais voilà, que la simplicité, c'est quand il n'y a plus rien à enlever, quoi. Mais plus rien à enlever, il peut y avoir beaucoup de choses, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, tout à fait. C'est pas forcément en termes de quantité. Et je le dis alors que c'est pas mon style. Hein. Mon style, c'est plutôt... Enfin, tu connais mon appartement, quoi. C'est une grande boîte blanche dans laquelle il y a 3 trucs posés... Enfin... si je pouvais vivre dans un hôpital, ça serait bien. Ouais. Mais j'ai pas de souci avec ça, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que c'est quelque chose qui... Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le documentaire, il y a vers la fin, son éditrice était toujours un peu... Enfin, était initialement réticente à apprécier l'esthétique parce qu'elle trouvait justement que c'était un peu clinique, un peu froid, un peu... Et en fait, notamment en allant chez lui et en voyant vivre Dieter au milieu de son environnement qu'il a créé lui-même... Et le nombre d'objets qu'il y a chez lui, le bordel. C'est ça. Mais en même temps, la fluidité et la circulation, en fait, presque de l'air, tu vois, qui est presque... Ouais, enfin, il y a un mouvement d'harmonie fluide. Et il y a une conscience, encore une fois, pour reprendre le terme de Rams, quoi. Tu sais pourquoi tu as les objets que tu as. Et c'est... Je t'embête, c'est pour ça qu'il y a une rubrique acheter. Parce que je crois que c'est important de montrer le contraste entre ton approche et mon approche. Et les deux sont valides. Hein. Je pense pas que mon approche soit plus valide que la tienne. Hein. Les deux sont valides. Les deux sont une forme différente. Je te remercie de le dire. de rapport au monde, et les deux sont une manière différente de se faire plaisir. Je n'ai pas de problème avec les râpes de cuisine action. Jusqu'à qu'Arnaud chope le tétanos. Prochain épisode, t'inquiète. Mais t'as pas conscience que t'as acheté une râpe de cuisine action. C'est pas un achat conscient. Oui, c'est ça. C'était une impulsion, ouais. Et évidemment que je les ai, ces impulsions. Évidemment. Mais comme tout le monde, je crois que c'est une... Mais je crois que, pour le coup, c'est fait pour. On n'est pas... on parlait encore une fois au tout début des objets qui sont mis dans notre chemin, des obstacles qu'on a. Le marketing en est un. Ouais. L'impulsion est savamment... Enfin, l'esprit d'impulsion est savamment entretenu, quoi. Et idéalisé, romanticisé, enfin, voilà. Mais j'essaye d'avoir un rapport conscient aux objets. Même dans la collection, d'ailleurs. Enfin, en ce moment, je lis beaucoup d'ouvrages sur l'art de la collection. J'ai une collection de stylos plumes. Je peux pas les utiliser tous en même temps. Mais je sais pourquoi j'ai acheté chacun de ces stylos. Et j'ai un rapport... j'allais dire émotif, mais c'est pas émotif. Mais j'ai un... Parce que c'est presque plus cérébral, d'ailleurs. Enfin, c'est plus dans le cerveau, dans le cœur que ça se joue. Mais je sais pourquoi j'ai acheté ces stylos. Ils ont chacun... ils disent chacun quelque chose de l'objet stylo, et ils disent chacun quelque chose de mon rapport aux outils d'écriture. Et je vais pas acheter... j'ai un seul couteau de cuisine, j'en ai pas 15. Parce que si j'avais 15 couteaux de cuisine... Et d'ailleurs, le seul couteau de cuisine que j'ai, c'est un couteau de cuisine que tu m'as offert il y a des années à mon anniversaire, donc je ne l'ai même pas acheté moi. Mais j'en ai qu'un. Parce qu'en avoir 15 dirait pas quelque chose de différent sur mon rapport au couteau de cuisine que ce que dit ce simple couteau, quoi, tu vois.
J'en ai 6. Oui, oui, oui. Mais parce que chez Ikea, ils viennent par 3, c'est de la merde. Du coup, d'habitude, j'aime bien jeter les choses, mais un couteau, je sais pas, ça me vient pas à l'esprit de le jeter, donc... Mais je crois que c'est la différence fondamentale entre toi et moi à la fin. C'est je suis angoissé face aux objets, pas toi. Et donc à la fin des deux, c'est moi qui suis le plus névrosé. Ah, je sais pas, tu sais. Si. Si. On va faire un test, tu vas voir. C'est pas une compétition, Anthony. Mais pas ce sujet-là en tout cas. Mais non, si, je réalise à quel point j'accumule. Enfin, je réalise pas justement. C'est ça qui me fait peur aussi. C'est que j'étais très content d'avoir déménagé la première fois en un seul mouvement, d'avoir seulement quelques cartons et bon, je vivais dans 14 mètres carrés, c'était pas difficile, tu vois, mais j'avais basiquement le piano, des vêtements et un peu de vaisselle, quoi, c'était tout. Maintenant que je m'encroute, je réalise pas, enfin, je subodore, donc je réalise pas et j'ose pas trop m'y mettre, mais je me rends compte que j'accumule beaucoup plus. Mais c'est le problème, parce que, comme tu disais, c'est pas dans le nombre. Le problème, c'est dans la réalisation. Ton mec, qui a une collection immense, il a une pièce entière pour sa collection Sylvania's Family. C'est ses collections au pluriel, il y a Sailor Moon aussi. Et Sailor Moon. Il a conscience de ses achats. Il a tout à fait conscience de ses achats. Il est très conscient de ce qu'il a et ce qu'il a pas. Et tu lui enlèves un achat. Il le verra tout de suite. Et il y a moins d'enchantement. C'est vrai. Donc oui, il a une pièce entière qui est consacrée à ça. Il y a des milliers, voire des dizaines de milliers d'objets, si tu comptes. C'est vrai. Mais c'est un minimaliste. Sur ces objets-là, oui. Sur les livres, peut-être pas. Mais sur ces objets-là, oui. Et je trouve ça fantastique parce que... Ouais. Quelque part, c'est aussi ce qui montre le dévoiement du mot minimalisme. Où, notamment quand tu tapes minimaliste sur Netflix et que tu regardes des documentaires. C'est des mecs blancs qui ont plein d'argent qui t'expliquent qu'en fait ils ont moins d'objets. En fait, ils ont pas moins d'objets, ils ont juste plus d'argent. Et donc évidemment qu'il a pas de cuisine puisqu'il mange tous les jours au restaurant. Évidemment qu'il a pas de voiture puisque il a une armée de chauffeurs avec Uber qui travaillent pour lui. Et où tu vois à quel point finalement on parle pas de minimalisme, on parle en fait de maximalisme, le maximalisme de l'argent. J'ai du fric. Oui, c'est ça. C'est d'autant plus pervers que autant le maximalisme n'a rien de mauvais dans un sens s'il est assumé et volontaire. Dans ce cas-là, il devient quelque chose de... Encore une fois, Versailles, quoi. Oui. Mais c'est déplacé et dévoyé. C'est hypocrite. Et c'est un discours incroyablement classiste, parce que, en creux, ce qu'il dit, c'est les gens qui ont plein d'objets, c'est les pauvres. Évidemment, c'est les gens qui vont chez Action. Ils achètent plein de trucs à 2 €. Ben oui, évidemment. Ouais. Mais en même temps, tu sais quoi ? Ils font ça parce qu'ils peuvent pas faire autre chose. Quand tu peux pas acheter une Ferrari et 3 appartes, t'achètes ce que tu peux acheter. Exact. Et c'est incroyablement classiste. Et ce que je dis, c'est pas arrêter d'acheter, même si il faut acheter mieux, il faut acheter plus durable. Et ce qui est un vrai problème, parce que plus durable, ça veut souvent dire plus cher. Il va falloir qu'on réussisse à faire plus durable, mais pas plus cher. Et donc, il va falloir qu'on change des choses. Je dis pas acheter moins, je dis acheter mieux. Acheter en le sachant. Acheter en sachant pourquoi vous achetez. Ouais. Et ayez une relation avec vos objets. C'est-à-dire je trouve rien de plus triste qu'un objet qui est dans un placard. Un objet qu'on touche pas. Oui. Un objet, c'est fait pour être touché. C'est le truc qui est chiant à Versailles, d'ailleurs, c'est que tu peux rien toucher. On peut absolument rien toucher. C'est un peu dommage. Je suis d'accord. Bon, bah, va falloir que je fasse du tri, je crois.